On le présente comme l'artiste américain le plus important de la seconde moitié du XXe siècle. Icône pop par excellence, il aurait déclaré un jour « Ce serait très glamour de se réincarner en une grosse bague au doigt d'Elizabeth Taylor ». En un sens, c'est bien ce qu'il a fait. À sa mort, caché dans son appartement, on découvre un véritable trésor, dont un petit cœur en diamant qui renferme plus d'un secret. La gloire cache des trésors plus brillants encore. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Nous sommes le 22 février 1987. Andy Warhol vient de rendre l'âme. David Bowie lui dédie une chanson, Lou Reed et le Velvet Underground un album. Le tout New York pop et artistique est en deuil. Moi, je suis triste. Andy était un ami de plus de 20 ans. Il laisse une œuvre immense et une immense collection d'objets et d'œuvres d'art que le pape du pop art avait accumulées. Dans sa maison du 57 East 66th Street, les espaces de stockage ressemblent à de vastes magasins remplis de tout et de rien. On a fait venir un photographe pour garder mémoire des lieux. Les images sont admirables et déconcertantes à la fois. Sur l'une des images de sa chambre à coucher, au-dessus de la commode, une chaîne en or, une montre, une broche et une croix rehaussée de pierres précieuses. Et c'est une toute petite partie des merveilles que nous avons découvertes après sa mort. Le début d'une véritable chasse au trésor. Alors Warhol, c'est une personnalité infiniment complexe. Léonard Puy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joailliers. C'est un artiste prolifique, c'est aussi un collectionneur compulsif. On le sait grâce au musée de Warhol de Pittsburgh, où nombre de ses boîtes sont conservées, des boîtes de biscuits, des objets art déco. En fait, il a une fascination pour le beau, et tout ce qu'il trouve beau, il va l'acquérir, il va le collectionner, le préserver. Néanmoins, au sein de ses collections, les bijoux occupent une place à part, dans la mesure où c'est vraiment un domaine qui relève pour lui du secret, de l'intime, quelque chose qui va presque être invisible. Et de fait, de son vivant, on ne pouvait pas du tout anticiper ou prévoir, ou même connaître cette passion qu'entretenait Warhol pour les bijoux. On la pressent dans certaines de ses œuvres. On a notamment à la fin des années 70 des sérigraphies de bijoux, et notamment de pierres précieuses. Il y a le James Complete Portfolio, 4 pierres précieuses avec des proportions absolument démesurées et des couleurs explosives. Ces quelques témoignages de son intérêt pour les gemmes, pour les bijoux, ne sont en fait que vraiment la face immergée d'un iceberg absolument gigantesque. À la Factory, les fêtes étaient immenses, extravagantes, sublimes. Bob Dylan, Mick Jagger, Salvador Dali ou Truman Capote faisaient des apparitions. Warhol y projetait ses films expérimentaux. Il y avait tout le temps des performances, l'ambiance était unique. Mais même à ces occasions, Andy ne portait presque jamais de bijoux. Ou très peu. En tout cas rarement. Et pratiquement jamais de montre, sauf une Rolex en or rose et cette montre Cartier toujours arrêtée. Je ne porte pas une montre Tank pour qu'elle me donne l'heure, disait-il, amusé. Je porte une Tank parce que c'est la montre à porter. Comment aurais-je pu imaginer qu'il avait caché des montres par centaines dans sa maison ? Comment aurais-je pu imaginer qu'il avait acheté des bijoux toute sa vie, qu'il les avait gardés près de lui dans ses tiroirs, dans des boîtes, dans des coffres-forts, même sous son lit ? Je n'en revenais pas. D'autres que lui auraient mis tout ça en lieu sûr. Mais lui vivait avec. Sans doute cela le rassurait-il.
Il prenait plaisir à regarder et à toucher ses bijoux. Il avait surtout hérité de sa mère une méfiance ancestrale à l'égard des banques. Il ressentait le besoin d'un trésor caché. J'ai beau avoir très bien connu Andy, il continue à me surprendre. Alors on est en 88 et a donc lieu la vente de la collection de Warhol qui contient des objets d'une très grande diversité. En fait, on a 10 jours d'enchères, différents volumes pour ce catalogue de vente et un volume entier est dédié aux bijoux et aux montres que l'artiste a collectionné au fil des ans au gré de sa carrière. Et en fait, c'est quasiment un musée du luxe du XXe siècle qu'on découvre au fil des pages, avec à la fois des pierres, des diamants non montés de toute taille, des saphirs, des émeraudes, des bijoux, essentiellement du XXe siècle. Il avait visiblement un goût très prononcé pour la période Art déco, pour certains bijoux rétro aussi des années 50, que ce soit des bijoux de grandes maisons, comme Cartier, mais également de créateurs identifiés, Elsa Peretti, David Webb, Simon Sheps, Van Cleef Arpels bien sûr, et un très grand nombre de montres des plus grandes marques, Patek Philippe, Rolex, Cartier. Lors de la vente, les enchères allaient bon train. Certaines pièces ont même suscité des records. La beauté de l'objet, bien sûr, suscitait la convoitise, mais surtout la provenance. C'était un peu d'Andy que l'on voulait à travers ces bijoux. Au milieu de cet inventaire de merveilles, mon attention fut arrêtée par un bracelet en forme de cœur que je n'avais pas remarqué dans la maison de Warhol. Un cœur tout bleu, serti de diamants avec un gros nœud en or. J'y ai vu un signe. Il y avait quelque chose de totalement pop dans ce bijou qui me faisait vraiment penser à Andy. L'expert n'avait pas pu identifier la signature du bracelet. Le bijou s'est vendu, la vente a pris fin. Et puis je n'y ai plus repensé. Alors l'histoire de ce cœur est assez étonnante. Lors de la première vente, il est un petit peu perdu dans le flot de bijoux. On ne va vraiment s'y intéresser lorsqu'il va revenir en vente quelques années plus tard chez Christie's. Et c'est là qu'on va comprendre qu'en fait ce cœur appartenait à la richissime héritière Millicent Rogers, héritière de la compagnie pétrolière la Standard Oil, mais grande mécène, patronne des arts, promotrice notamment de bijoux traditionnels, mais également une grande collectionneuse de bijoux du XXe siècle, et notamment de la maison Boivin, à qui son mari va commander ce bracelet pour le lui offrir, parce qu'on sait que Millicent Rogers aimait beaucoup les cœurs. Alors, ce bijou, il est sans doute créé donc en 1939 par Juliette Moutard, qui est à l'époque la créatrice des chez Boivin. Néanmoins, le fait que ce bijou ait rejoint la collection Warhol reste un mystère, un des nombreux mystères qui composent cette collection. Après la vente, le travail dans la maison d'Andy était loin d'être fini. On avait bien vendu les boîtes à biscuits et ses collections d'art. La maison de Warhol n'avait pourtant pas livré tous ses secrets. Depuis plusieurs semaines, 2 conservateurs examinaient le contenu de boîtes en carton classées par mois et par année. Il y en avait des centaines qui contenaient des souvenirs, des cartons d'invitation, des papiers volants, des brochures d'exposition, des magazines, des publicités, tout ce qu'Andy utilisait pour s'immerger dans notre monde et qui l'inspirait. Les archives d'une vie d'artiste et d'esthète. Les conservateurs étaient donc là, dans la maison, entre les piles de carton, pour mieux comprendre l'œuvre de Warhol, lorsqu'entre 2 armoires, ils aperçoivent dans un recoin ce qui ressemble à une cachette, une trappe que personne n'avait encore mise à jour. En ouvrant cette cachette, quelle surprise! Ils découvrent qu'elle est remplie à ras-bord de bijoux. Des centaines de bracelets, de broches, de montres, encore et encore, tellement que 6 mois après la première vente, nous avons dû en organiser une autre, presque aussi importante que la première, le 4 décembre 1988, intitulée The Andy Warhol Collection Jewelry and Watches Part 2. Avec encore des records.
Alors qu'on pensait vraiment tout savoir de la collection précieuse d'Andy Warhol, eh bien, on a en fait un trésor dans le trésor, une collection dans la collection, suffisamment riche pour organiser une deuxième vente qui contient une nouvelle fois des pierres de tout type et de toute taille, des bijoux des plus grandes maisons de quartier avant Clef & Harpers, des créateurs tout à fait identifiables, les Apperetti, Jean Schlumberger, un goût pour le bijou, un goût pour les pierres, mais aussi pour les montres, là encore issus des ateliers suisses les plus prestigieux, Patek Philippe, Rolex ou Cartier. Le grand mystère, c'est finalement que faisait Warhol de tous ces objets. On sait qu'il ne les portait pas en public du moins, et peut-être qu'il nourrissait chez lui une forme d'inspiration, une fascination qui lui permettait de créer. Depuis ces 2 ventes, régulièrement je vois passer des bijoux ayant fait partie du trésor de Warhol sur le marché. Elles font le bonheur des collectionneurs, sans doute aussi des amateurs d'art. Comme si ce secret d'orfèvrerie était une œuvre en soi. Le dernier chef-d'œuvre pop de Warhol. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des Arts Joailliers, écrit par Martin Kenéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.